On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamid Al Thani, émir de l'État du Qatar. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Majesté, Excellence, Altesse, Excellence, Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies. D'entrée de jeu, j'ai l'honneur et l'avantage d'adresser mes félicitations à Son Excellence Monsieur Moghensly Kotto pour son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Et je souhaite lui présenter mes meilleurs vœux de succès. Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à Son Excellence Monsieur Sam Kutesa, président de la 62e session de l'Assemblée générale, des efforts qu'il a déployés. Je tiens également à saisir cette occasion pour me féliciter des efforts de Son Excellence Monsieur le Secrétaire général Ban Ki-moon pour atteindre les objectifs des Nations unies. Monsieur le Président, il est gratifiant de voir que les Nations unies ont adopté le programme de développement durable pour l'après-2015 dont nous avons été parmi les artisans. Nous sommes en effet d'avis qu'une distribution équitable des fruits du développement constitue un préalable de la justice sociale, du respect de la dignité humaine, du resserrement des liens entre les communautés et partant du renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le monde. De même qu'il ne saurait y avoir de stabilité durable sans développement et justice sociale, il ne saurait y avoir de développement si la guerre et les affrontements persistent. Nous espérions qu'au début de cette session, certains progrès auraient été accomplis pour apaiser certains des conflits sanglants qui perdurent de par le monde. Or, nous sommes toujours en butte à certaines crises et conflits qui menacent la paix et la sécurité internationale. L'absence de consensus international se révèle une nouvelle fois être un obstacle pour régler bien des problèmes, et la sélectivité adoptée pour inculquer la justice et appliquer le droit international reste prévalente pour régler des dossiers régionaux. Ceci met à mal la notion de légitimité internationale, de même que les valeurs, normes et principes chers à la conscience humaine et adoptés par la communauté internationale après que des millions de personnes en eurent payé le prix, notamment après des catastrophes humanitaires qui ont entaché la conscience humaine, telles que l'esclavage, le génocide, le colonialisme, le racisme, les guerres mondiales. Il est inacceptable de manipuler les valeurs qui dérivent et découlent des souffrances des peuples. C'est peut-être la base même de l'existence de cette organisation, et sans ses fondations, ces réunions annuelles seraient dénuées de sens. Monsieur le Président, le conflit au Moyen-Orient continue à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationale, compte tenu des répercussions directes sur nombre des crises de la planète. Une solution juste et durable à la cause palestinienne, avec des populations déplacées de leurs terres et toujours soumises au joug de l'occupation, ne saurait être repoussée à plus tard, reportée à la génération suivante. La recherche d'une solution juste et durable permettant de mettre un terme à l'occupation israélienne des terres palestiniennes et permettant la création d'un État palestinien ne sera possible que si Israël est un partenaire pour la paix. Pour l'instant, Israël n'est pas un partenaire d'une paix juste. Dans ces circonstances, nous avons une obligation internationale à laquelle nous ne pouvons nous soustraire pour mettre un terme à ce problème colonial de facto de l'histoire moderne. Et tant qu'il n'y aura pas de fin de l'occupation,
Les atermoiements, les contacts dénués de sens et les déclarations se poursuivront, de même que des activités de peuplement qui s'ajoutent aux violations persistantes de la sainteté de la mosquée d'Al-Aqsa, ce qui montre bien qu'Israël ne recherche pas la paix. N'oublions pas non plus les éléments nationalistes ultra-orthodoxes dans la politique israélienne. Regardez ce qui se passe à Jérusalem. Des forces politiques religieuses extrémistes ont tendance à se fonder sur des interprétations littérales de versions de textes ayant des milliers d'années, et ce afin de profaner des lieux saints. N'est-ce pas là un exemple d'intégrisme ou de fondamentalisme religieux? Est-ce que cette violence ne constitue pas un acte de terrorisme perpétré par des forces religieuses radicales? Je voudrais envoyer un message à toutes les parties prenantes de la communauté internationale en général pour dire que le non-règlement du dossier palestinien est un stigmate sur la face de l'humanité. La communauté internationale est tenue en échec. Elle n'arrive pas à trouver de solution juste. Elle n'est même pas arrivée à parvenir à la reconstruction de la bande de Gaza suite à l'agression. Une conférence internationale, suite à une initiative norvégienne, a été organisée précisément pour reconstruire Gaza. Le Qatar a promis de payer 1 milliard de dollars pour le processus de reconstruction et nous apportons une assistance à la bande de Gaza pour nous acquitter de notre engagement. Mais qu'est-il advenu de la conférence de ces décisions? La communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité, doit assumer ses responsabilités en adoptant une position de force, en contraignant Israël de respecter les préceptes de la paix, c'est-à-dire en mettant un terme à toute forme d'activité de peuplement dans les territoires palestiniens occupés, en levant le siège injuste qui frappe la bande de Gaza et en s'attachant à mettre en œuvre les résolutions légitimes qui reconnaissent le peuple palestinien et son droit et ses droits légitimes nationaux, notamment pour ce qui est de la création d'un État palestinien indépendant selon les frontières de 1967, selon le principe des deux États. Prenons garde de ne pas manquer les occasions qui se présentent à nous, car si les peuples tire la conclusion qu'il n'existe pas de solution pacifique à ce problème, les conséquences pour la région et le monde seraient catastrophiques et imprévisibles. Monsieur le Président, la crise syrienne, aux dimensions et répercussions multiformes, crée et a des conséquences catastrophiques pour le Moyen-Orient et le monde entier. Mentionnons les atrocités, les crimes odieux commis par le régime contre le peuple syrien, menaçant le cœur même de l'État et du peuple syrien, et créant un terreau fertile qui intensifie le phénomène de l'extrémisme et du terrorisme sous des prétextes religieux, confessionnels et ethniques fallacieux qui menacent l'être humain, ainsi que le patrimoine culturel communautaire de la Syrie et de la région. Dans ce contexte, le régime syrien a manipulé la notion de terrorisme en qualifiant de terroristes des manifestations pacifiques, alors que le régime lui-même est coupable de véritables actes de terrorisme. Lorsque les bombardements et les meurtres de civils amènent les populations à prendre les armes et que certaines organisations restent sourdes aux exigences et aux principes de la révolution syrienne et font irruption sur la scène politique sans permission, la Syrie est devenue un champ de bataille et le régime a essayé de faire craindre une autre solution pour la communauté internationale. Il appartient à la communauté internationale de mettre un terme au massacre au bon moment et de réunir les conditions pour que le peuple syrien puisse trouver une issue lui permettant de s'échapper à la tyrannie. Mais est-ce que un régime tyrannique dans le monde pourrait reconnaître une autre issue? Est-il possible que la tyrannie permette la naissance d'une autre solution, d'une autre issue sous son ombre? Lorsque les populations souffrent sous le joug du génocide ou du fait des déplacements, alors la pire décision qui soit, c'est de ne pas prendre de décision. Le danger le plus grave est
de ne pas tenir compte du danger, l'échec de la communauté internationale, de prendre les décisions et les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette catastrophe constitue un crime de premier plan. Cela montre bien l'incapacité et l'échec de l'ordre international. Ceci entraîne une perte de confiance dans le droit et la communauté internationale. Et le rôle de l'Assemblée générale doit être renforcé pour régler tous ces problèmes face à l'incapacité du Conseil de sécurité à trouver des solutions équitables. J'en appelle donc à la coopération de chacun pour imposer une solution politique en Syrie. Une solution qui mettrait un terme au règne de la tyrannie, qui remplacerait cela par un régime pluraliste fondé sur l'égalité des citoyens de tous les Syriens, la mise en échec du radicalisme et du terrorisme, et qui permettrait à chacun de retourner chez lui, ce qui permettrait également la reconstruction du pays. La question n'est pas de savoir si cela est possible. C'est possible si la volonté des pays est également d'actualité. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que vous pensez que la situation peut perdurer ainsi en Syrie? Le conflit a transformé ce pays en pays marqué par le génocide et par des déplacements massifs de population. Ceci a de graves conséquences pour la région et pour le monde entier, même pour des pays qui ne recherchent pas vraiment de solution parce qu'ils souffrent directement des conséquences du conflit, même par les pays qui ne sont pas encore touchés par l'afflux de personnes déplacés. Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder la question du désarmement nucléaire. C'est une question traitée avec maintes erreurs et avec un système de deux poids, deux mesures. Témoin le récent échec de la conférence d'examen du traité de non-prolifération pour que le Moyen-Orient devienne une zone dénucléarisée. Et il est décevant de voir que ceci met à mal la crédibilité même du traité. L'accord conclu entre l'Iran et le groupe 5+1 constitue un pas positif et important qui nous remplit d'espoir. Mais nous devons aller plus loin. Nous exigeons le désarmement de l'ensemble de la région, la dénucléarisation de la région. Nous ne voulons pas d'armes de destruction massive dans la région. Dans ce contexte et compte tenu de l'importance stratégique de la région du Golfe, il est indispensable pour les pays de la région et pour la communauté internationale dans son ensemble que la région connaisse la stabilité. À cet égard, nous insistons sur notre position, une position ferme. La région du Golfe doit être à l'abri de tous les dangers, de toutes les menaces posées par les armes nucléaires, et ce tout en reconnaissant le droit des pays de la région à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ce conformément aux règles internationales applicables. À cette occasion, je voudrais assurer que l'Iran est un pays voisin important et que la coopération entre nos pays est dans l'intérêt de la région. Les relations bilatérales entre le Qatar et l'Iran évoluent peu à peu sur la base d'intérêts communs et sur la base de relations de bon voisinage. Aucun différend n'est à signaler en ce qui concerne les relations bilatérales entre nos deux pays. Au niveau de la région, les croyances, les religions divergent, mais à mon avis, il n'existe pas de conflit entre chiites et sunnites. Il s'agit plutôt de différences de vues déclenchées par des intérêts politiques des pays ou des intérêts de forces sociales et politiques qui fomentent des préjugés internes et confessionnels. Les différends existants, à mon sens, sont plutôt des différences politiques régionales entre Arabes et Iraniens plutôt que des différends entre sunnites et chiites. Et ces différends pourraient être réglés par le dialogue. Un dialogue entre les pays de la région qui resteront toujours des pays voisins, des pays qui n'ont besoin d'aucun effort de médiation de la part de quiconque. Et nous sommes prêts à organiser ce dialogue, au dialogue de ce type au Qatar. Monsieur le Président, nous réaffirmons notre attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale, à la souveraineté du Yémen et nous appuyons la légitimité et l'achèvement du processus politique conformément à l'initiative du Golfe, aux mécanismes d'exécution et aux résultats du dialogue national qui s'est tenu
Yémen en janvier 2014 et conformément également à la déclaration de Riyad de mai 2015 et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2216. Il n'est pas raisonnable d'avoir un précédent selon lequel un parti politique de base accepte le résultat d'un dialogue national pour ensuite en faire fi et essayer d'imposer sa propre vision des choses et de dominer l'ensemble du pays par les armes. En ce qui concerne l'Irak, la stabilité de l'Irak requiert un consensus général national sans ingérence extérieure, sans discrimination d'ordre ethnique ou confessionnel. Et nous espérons que le gouvernement irakien sera à même de satisfaire aux exigences de la concorde et de la réconciliation entre les factions irakiennes. L'expérience a montré en Irak et au Yémen que l'existence de milices illégitimes fait planer une menace sur l'État et son droit exclusif de la création de forces armées. Et ceci équivaut à une guerre civile latente qui pourra tôt ou tard devenir une véritable guerre civile. Toute solution politique en Irak, au Yémen, en Syrie et en Libye doit passer par la fin de l'existence des milices en dehors de toute légitimité de l'État. C'est là un élément fondamental de tout règlement politique. Il ne saurait y avoir de règlement permanent si de telles mesures ne sont pas prises. Les forces politiques dans notre région doivent être conscientes du fait que des milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes ont récemment manifesté dans plusieurs pays pour exiger que la citoyenneté soit le fondement d'un partenariat. Ils refusent d'être représentés de façon confessionnelle. Le phénomène du terrorisme, avec les conséquences que l'on sait, constitue un véritable écueil économique, sécuritaire et politique pour les peuples et les nations. Indéniablement, les tensions, les zones de conflit ont contribué à l'apparition d'organisations terroristes. L'échec de la communauté internationale, réduire à néant les dissensions, a également contribué à l'apparition d'un terreau fertile au terrorisme. Le terrorisme découle d'idées radicales qui n'acceptent aucun compromis avec la réalité des individus et leur potentiel. Le terrorisme fleurit dans une atmosphère de désespoir et d'avenir terne. Le terrorisme n'est pas d'une atmosphère marquée par des politiques qui garantissent la dignité et la liberté des citoyens. Le terrorisme naît dans l'ombre de la tyrannie. Il s'alimente de l'oppression, de l'humiliation, des griefs, de la haine, à la torture dans les prisons. Il naît du fait du manque d'espoir. Il faut donc bien comprendre que certains perpètrent la violence et l'intimidation contre les civils du fait de différentes considérations. Le nombre croissant de victimes et d'opérations terroristes a nécessité le recours à la force militaire pour lutter contre le terrorisme. Et nous affirmons notre détermination à lutter contre le terrorisme, même dans les conditions les plus dures qui soient. Nous ne devons pas oublier les causes sous-jacentes du terrorisme. Sinon, ce phénomène n'ira que croissant. Nous soulignons que finalement, aucune foi, aucune croyance ne prône le terrorisme. Dans tous les textes religieux, nous avons suffisamment d'enseignements qui appellent à la paix, à la tolérance, à la coexistence. Mais ce fait fondamental est ignoré à dessein par les chantres de citations littérales d'esprits de religion qui prêchent des valeurs nobles, la coopération, la tolérance, le dialogue constructif dans l'intérêt de la communauté humaine. Certaines personnes considèrent que la religion est tout simplement un ensemble de valeurs et de morales, et c'est sur cela que nous devons faire fond. L'État du Qatar a essayé de promouvoir une politique
marquée par la protection et la promotion des droits de l'homme. Et nous continuons à coopérer avec les organisations internationales en étant membre du Conseil des droits de l'homme pour promouvoir la culture des droits de l'homme, en nous fondant sur l'état de droit, la transparence, la justice et la dignité de l'être humain. Nous devons œuvrer de concert pour renforcer le système de sécurité collective afin de régler efficacement les problèmes régionaux et internationaux pour protéger le droit des individus. Nous devons faire échec à toute tentative de recherche de solutions temporaires pour nous attaquer à certains problèmes. Nous devons plutôt nous attaquer aux problèmes à la racine. Enfin, l'État du Qatar ne ménagera aucun effort pour aider les efforts de la communauté internationale à atteindre ses objectifs, et ce, dans l'intérêt de nos populations et pour le bien de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Je remercie l'émir de l'État du Qatar de sa déclaration et je voudrais maintenant demander aux représentants de rester à leur place pendant que nous accompagnons son Excellence.